Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live. Bonsoir Fatima et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous. Pour ceux qui viennent de découvrir la page d'Adoupa, c'est tout simplement une plateforme qui a pour vocation de servir les entrepreneurs en les connectant à des opportunités, dont notamment en les mettant en relation avec des investisseurs, des mentors. Et Adoupa, c'est également une plateforme qui a pour vocation d'inspirer les entrepreneurs, et c'est donc là qu'est né le concept d'Adoupa Interview. Donc l'idée ici, c'est de ramener des entrepreneurs africains qui font des choses inspirantes pour le continent, et c'est donc là que nous avons pensé à toi Fatima, parce que tu fais partie de ceux-là qui façonnent l'avenir du continent africain. Et donc pour ceux qui découvrent Fatima, c'est une entrepreneuse guinéenne qui a fondé la marque de smartphone Kounfabo, qu'on surnomme encore le smartphone africain. Et c'est une marque qui se positionne comme marque africaine parce que voilà, elle développe des applications qui s'attaquent aux problématiques réelles des consommateurs africains. Donc on va donc aller sur la première question que moi je vais te poser, c'est d'où vient le nom Kounfabo et pourquoi avoir choisi ce nom-là pour ta marque? Alors, je suis très heureuse d'être là parmi vous ce soir. Et voilà, le nom Kounfabo signifie dans ma langue c'est un mandingue, ça signifie être en contact. Donc, ça prend toute la dimension identitaire au fait, parce que en gros, le téléphone sert à être en contact avec nos proches au fait. Donc, voilà d'où le nom Kounfabo. Tu es passionné par la tech, j'imagine. Généralement, lorsqu'on voit des femmes qui entreprennent, généralement c'est beaucoup plus vers le domaine de la mode, le domaine de la beauté. D'où vient ta passion vers le domaine de la tech et comment tu as fait pour te retrouver dans cet univers-là? Alors, je suis beaucoup passionnée par la technologie, les gadgets et tout ce qui est lié par l'innovation. J'aime aussi la mode. Mais j'ai voulu entreprendre dans la technologie parce que je suis énormément passionnée par ça à la base. Je ne viens pas de ce monde-là, donc j'ai dû me faire un chemin, j'ai dû m'adapter, j'ai dû surtout apprendre aussi. Bon, c'est un parcours voilà, où tu as fait face à beaucoup d'obstacles. Est-ce que ça a été facile ou est-ce que tu as dû surmonter beaucoup d'obstacles pour en arriver là? Ah non, ça n'a pas du tout été facile. Bien sûr, j'ai dû surmonter beaucoup d'obstacles. Qu'on vienne dans le monde de la technologie ou pas, si on veut entreprendre dans un domaine, il y a toujours des obstacles. Mais il faut savoir surpasser ces obstacles et t'imposer. Et surtout quand tu es une femme encore, là je suis pas en train de victimiser ni parler du féminisme. Donc si tu as encore une femme que tu rentres dans un domaine qui est beaucoup sauvage, qui est très masculin, donc ça prend te faire un chemin, c'est pas facile parce qu'au début on te prend pas au sérieux. Mais à un moment donné, quand ils voient que tu sais ce que tu veux, tu es persévérant et tu arrives à t'imposer, bien sûr. En tout cas, tu as pu y arriver, tu as pu t'imposer, ça se voit. Alors, généralement, chez les entrepreneurs que moi j'ai rencontrés, il y a toujours un message fort qu'on essaie de faire passer. L'entrepreneuriat, c'est comme une forme de rébellion. Et quand on entreprend, c'est une façon de dire que les choses sont possibles. Pour toi, quel est le message fort que tu as voulu faire passer en entreprenant? Alors, un entrepreneur, en fait, si moi j'ai réussi, si je suis en train de faire ce que n'importe qui peut le faire. Il faut avoir un peu la passion pour quelque chose et persévérer et ne jamais abandonner. Si moi je l'ai réussi, c'est que tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir de la passion pour ce qu'on fait et croire et surtout la foi. En tout cas, tu as absolument raison. Alors, est-ce que tu as le sentiment d'avoir été soutenu par tes frères africains? Souvent, on se plaint que les Africains ne soutiennent pas
pas assez leurs confrères qui entreprennent, ils n'achètent pas. Alors, est-ce que toi, quand tu t'es lancé, tu as eu le sentiment que ta communauté t'a soutenu pour que tu puisses arriver là où tu es aujourd'hui? Déjà, moi, mon produit est purement africain, donc ma communauté est censée me soutenir, ma communauté doit me soutenir parce que moi, je le vends le produit en tant qu'un produit africain, je le vends pas normalement à une communauté, à une autre communauté, je le vends à ma communauté, donc c'est destiné à ma communauté. Donc, il faut que ma communauté accepte ce produit-là. Les mentalités sont en train de changer. D'accord? Il y a encore du boulot à faire, mais je pense que les Africains de ma génération, enfin beaucoup quand même de ma génération, sont très décomplexés et soutiennent beaucoup le Made in Africa, surtout ceux qui sont de la diaspora et même ceux qui sont en Afrique, ils soutiennent beaucoup ça. De toute façon, le téléphone se vend en Guinée, c'est les Africains qui l'achètent. Tout à fait, donc c'est le continent qui supporte ton ambition en fait, je vois. C'est ça. Certes, j'ai dû faire mes preuves aussi ici, mais j'ai toujours dit ici que le produit était destiné à l'Afrique. Ils étaient tout le temps enthousiastes en Europe ici. Ils sont enthousiastes malgré que je l'ai dit que le problème, le smartphone, le produit, il est destiné à l'Afrique, aux Africains, et ça les intéresse. Ils n'en ont rien à foutre. Ils disent le concept même est audacieux, donc ils sont contents, voilà, malgré que ce n'est pas destiné à eux. Voilà. Super. Alors, l'idée de cette interview, c'était de parler de l'identité africaine, c'est-à-dire l'image de l'Afrique, la marque Afrique. Aujourd'hui, c'est une marque qui n'est pas assez valorisée. Je prends un cas. Par exemple, quand tu parles des États-Unis, tu penses à Hollywood, tu penses à la Silicon Valley. Quand tu penses à la France, par exemple, tu penses à Louis Vuitton, aux marques de luxe, aux boulangers, aux grands pâtissiers français. Mais aujourd'hui, l'Afrique, quand tu penses à l'Afrique, les gens pensent beaucoup plus à la pauvreté, à la famine. Comment est-ce que tu penses qu'on peut changer ça? Et est-ce que l'entrepreneuriat peut aider à ça, d'après toi? Effectivement, tu as tout à fait raison et c'est très, très dommage parce que on dit tout ce qui vient de l'Africain, il rejette. En fait, on doit faire tout un travail sur nous-mêmes pour nous accepter nous-mêmes. Certes, quand on dit France, on passe à Louis Vuitton. Quand on dit aux États-Unis, on part au Silicon Valley. Mais en Afrique, les choses sont en train de changer maintenant. Enfin, pour pouvoir vendre un produit, pour pouvoir s'imposer, moi, je pense que le Made in Africa, c'est pas seulement c'est tendance pour le moment, mais c'est pas en effet de mode. C'est venu pour rester. Parce que ça, c'est commun à tous les peuples du monde. L'individu a besoin de s'identifier à une chose, à un produit avant de l'acquérir. Nous, Africains, on intériorisait les autres marques, les autres produits qui ne nous étaient pas destinés. Mais maintenant, il y a une génération qui change. Il y a des mentalités qui s'imposent. Il y a des Africains qui veulent s'identifier à un produit qui leur est destiné, en fait. Moi, je pense que ça, l'Afrique, c'est l'avenir. Et nous, Africains, on doit le voir et entreprendre tout en ajoutant cette touche identitaire. Je pense que c'est très important. L'Afrique, c'est l'avenir. C'est une phrase qu'on dit de plus en plus et je pense que ce sera de plus en plus vrai. Donc, petite parenthèse, pour ceux qui ont des questions, laissez-les dans les commentaires. Comme ça, si on a assez de temps, vers la fin, on va essayer de prendre quelques questions de l'audience. Alors, Fadima, dans une deuxième partie de l'interview, j'aimerais parler de la concurrence asiatique, parce que c'est quand même un sujet qui te concerne. En Afrique, on a beaucoup de concurrents sur le marché de la téléphonie. On a des concurrents comme Itel, Tecno, Oppo, qui sont en train de prendre ce marché-là. L'Afrique, c'est un marché qui est convoité par tout le monde. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour rester compétitif sur ce marché-là avec votre marque? Alors, c'est vrai que actuellement l'Afrique est inondée par les marques chinoises comme Tecno, Itel. Enfin, Itel appartient déjà à Tecno parce que Tecno c'est une multinationale, donc Itel c'est leur filiale low cost, on va dire.
Intel a commencé, Tecno a commencé très petit en Afrique. Quand Tecno a commencé, ils avaient envoyé des téléphones touch, enfin des téléphones basiques. Enfin, beaucoup de gens se sont moqués d'eux. Mais, bah oui, beaucoup de gens se sont moqués d'eux. Moi, je me rappelle. Enfin, je n'étais pas là-bas, mais je me rappelle. Quand ça s'est commencé, les gens se moquaient de Tecno et tout. Mais maintenant, tous les Africains ont Tecno, c'est ce qu'ils utilisent. Ils sont le roi du marché africain. Mais nous, on n'a rien à voir avec Tecno. On ne s'identifie pas du tout à Tecno. On est différent de Tecno. Certes, c'est le même téléphone, ça sert à appeler, mais il y a une histoire derrière. Il y a une identité derrière. Il ne peut pas avoir ça. Tecno ne peut jamais être Confavo. Parce que Confavo est fait par les Africains. Les applications, c'est un téléphone destiné par les Africains. Certes, Tecno est fabriqué par les Asiatiques, mais juste destiné au marché africain. C'est-à-dire, quand tu vas en Chine, personne ne connaît Tecno en Chine, même en Europe. Mais quand tu vas en Afrique, c'est paradoxal, ils sont les rois du marché. Parce que les Chinois sont très malins, ils ont compris que l'Afrique, c'est un terrain vierge. Il ne peut pas concurrencer ici parce que le marché est super saturé. Et en Afrique, l'Africain est beaucoup ouvert au nouveau. Tout ce qui est nouveau, qui vient d'ailleurs, ça attrait beaucoup l'Africain. Et ils ont compris ça, ils ont adapté leurs produits. Nous sommes complètement différents d'eux parce qu'on me pose tout le temps la même question. Il faut commencer quelque part. On commence petit pour grandir. Mais moi, j'ai une vision très, très large de Confavo. J'ai une vision continentale pour Confavo. Certes, on a commencé dans un premier pays pour le moment, mais on va grandir et les gens sont en train d'adhérer parce qu'ils voient que le produit les correspond, ils voient qu'il y a la qualité. C'est pas, il y a l'identité, le concept social, le prix. Et aussi toutes les applications que nous avons développées pour accompagner le consommateur africain dans sa vie quotidienne. Donc, le consommateur africain se voit valorisé au fait. C'est ce que cherche tout consommateur, c'est se voir identifié à quelque chose. Moi, j'achète un produit auquel je me sens identifié. On va prendre un exemple tout bête des enfants, des petites filles, d'accord? Quand une petite fille noire, tu lui donnes une poupée Barbie, elle sera plus à l'aise avec une poupée noire. Elle sera moins complexée et il y aura plus confiance en elle. Exactement, elle va s'accepter. Donc, Confavo, c'est pas seulement une marque africaine, mais c'est une identité, c'est une fierté africaine et il y a toute une histoire derrière. Donc, il y a toute une identité, il y a une culture, il y a un social qui est derrière, qui est super important et qui nous fait vendre. Je vois également que vous avez choisi de vous différencier surtout sur la partie software, notamment avec vos applications, plutôt que sur la partie hardware, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous fabriquez encore en Chine. Mais vos applications sont développées par des Africains et par la jeunesse principalement. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous différencier beaucoup plus sur la partie software? Alors, on s'est consacré sur la partie software parce qu'il faut commencer quelque part. Si on dit maintenant, on vient de commencer, on est une start-up qu'on va développer toute cette partie, ça va être beaucoup compliqué parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc, ça serait un peu compliqué pour nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est les applications de Confavo sont développées par des jeunes Guinéens. Et aussi, on a cherché une collaboration avec une start-up camerounaise avec laquelle nous collaborons aussi, qui a développé son application, que pour moi, c'était très intéressant d'avoir ces applications-là dans le téléphone Confavo. Donc, quand je parle de concept continental, c'est ça. C'est-à-dire, c'est mettre les talents africains, que tous ces talents africains puissent se voir dans ce téléphone-là, puissent contribuer et donner de leur, quoi, dire que c'est possible. Alors, est-ce que tu peux nous dire comme ça, par exemple, les différents types d'applications que vous avez développées pour les consommateurs africains? Alors, on a développé une application de géolocalisation des centres de santé et hôpitaux et pharmacies de proximité qui fonctionne sur tout le continent africain. Le but, c'est pour mettre la technologie au service de la santé, donc sauver des vies. Alors, on a une deuxième application qui s'appelle AfroCook. Le premier, c'est FindMe, c'est-à-dire
l'application de géolocalisation en question. Alors, le deuxième, c'est AfroCook, c'est une application de recettes africaines. En fait, on a récapitulé les recettes des 54 pays d'Afrique et l'intégrer à l'application. Voilà, le but, c'est pour faire connaître l'art culinaire africain, valoriser l'art culinaire africain, dire que c'est waouh, on doit préparer africain, on doit manger africain. Alors, la troisième application, c'est une plateforme de communication. C'est bien beau de communiquer sur WhatsApp, sur lequel on communique là, sur Facebook et consorts. Je pense que c'est primordial que nous puissions avoir notre propre plateforme de communication. C'est bien, si WhatsApp je vois beaucoup de trucs, WhatsApp arrive à censurer beaucoup d'activistes africains, beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont éveillés, qui essaient de conscientiser leurs followers. Donc, on leur bloque le truc. C'est normal parce que c'est pour WhatsApp. Alors, si on a notre propre plateforme de communication, le nôtre, c'est Dicalo. Comme je disais, c'est une start-up camerounaise avec laquelle nous collaborons. Et ce qui est très intéressant de Dicalo, c'est qu'ils ont développé un mode de paiement mobile qui est beaucoup moins cher que les autres. Donc, il faut que les Africains aient confiance à nos marques, à nos produits. On l'utilise. Il n'y a pas plus... pourquoi tout le monde est sur TikTok? Vous savez que TikTok est chinois? Voilà. On développe une application, tout le monde se met dessus. On ne dit pas tout de suite où est la valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, c'est une question maladive. Excusez-moi, monsieur l'Africain. Ils te disent tout de suite où est la valeur ajoutée. Quand les autres créent, la valeur ajoutée, c'est eux. La valeur ajoutée, c'est parce que c'est pour nous. Ça, c'est une grande valeur ajoutée. TikTok, ils sont mis sur TikTok. On sait qu'ils sont combien les Chinois. Ils se sont tous mis à utiliser TikTok. Et TikTok est devenu un boom. Mais nous, on est toujours là à aller chez les autres. On va quand les autres y sont. Or, nos entrepreneurs, ils ont ces talents-là. Ils ont juste besoin de notre coup de main. Pour une application, aucune technologie n'est parfaite à 100%. Donc, il faut avoir confiance et donner la chance à cet entrepreneur et à ces marques à aller de l'avant parce que c'est destiné à vous, c'est le vôtre en fait. Alors aujourd'hui en fait, on sait en tout cas que le pouvoir d'achat en Afrique, il est encore assez bas. Comment est-ce que vous arrivez à rentabiliser l'activité avec un consommateur qui est quand même limité par son portefeuille? Alors, c'est vrai, le pouvoir d'achat en Afrique, il est très bas. Déjà, on a pensé à un téléphone low cost. Donc, les gens ont dit déjà low cost, ça veut dire c'est pas de la qualité. Non, mais pas du tout, parce que nous, on est dans le concept social. Moi, le social, il me tient énormément à cœur. Certes, je fais pas des grands bénéfices, je fais pas beaucoup de bénéfices, parce que on a beaucoup joué sur le prix. D'accord? Donc, une Fabo est vendue à, on va dire, 64 000 francs CFA. Donc, c'est environ, on va dire 100 €. Quoi. En tout cas, c'est super. Voilà, donc, voilà, c'est accessible pour ce que nous offrons, pour la qualité du téléphone et tout le service après-vente qui est derrière. En plus, on a mis un système en Guinée. Vous savez que Kumfabo, on est en collaboration avec la Société Générale Guinée. Donc, c'est eux qui ont financé, ils nous ont fait un prêt. C'est ce qui nous a permis d'être sur le marché grâce au prêt de la Société Générale Guinée. Donc, le deal qu'on a fait avec la Société Générale Guinée, les banques savent maintenant que l'avenir de la banque traditionnelle, c'est le mobile banking. Donc, la Société Générale comprend que l'avenir, c'est le mobile banking. Et le mobile banking, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique plus qu'en Europe. Donc, ce qu'ils ont fait, on a implémenté leur application, c'est-à-dire Yop et Connect dans Kumfabo par défaut. Donc, Société Générale, non seulement vend Kumfabo à ses clients particuliers et à nos clients aussi. Et en plus, ce qui est très attrayant pour nos clients, c'est qu'ils ne payent pas en cash
ils ont l'option de payer sur 6 mois, c'est-à-dire de financer leur téléphone, comme en Europe, et sans intérêt. C'est-à-dire 64 000 francs pendant 6 mois sans intérêt. Il y a tout un service après-vente aussi qui est, on a une start-up qui s'occupe de la réparation des téléphones en cas de problème. On a même une assurance pour nos téléphones, quelque chose qui est nouveau en Afrique. Il n'y a aucune assurance. En Afrique, les assurances ne veulent pas se mettre dans la téléphonie, mais en Guinée, nous, on a pu convaincre l'Anala Assurance qui a assuré les téléphones Kumpabo. Donc, nos téléphones sont assurés en cas de casse, en cas de panne électrique et tout le qui suit. Donc, il y a tout un service après-vente qu'on offre aux clients à ce prix-là. Alors, il y a également une question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu as le sentiment que les gouvernements africains soutiennent les marques africaines et les protègent de la concurrence? Est-ce que, par exemple, en Afrique, il y a des mesures qui permettent de protéger nos entreprises contre la concurrence étrangère? Je vais rigoler. Excusez-moi. C'est une très belle question. C'est-à-dire le concept d'africanité, il y a beaucoup d'Africains qui sont conscients. Les gouvernements, je pense qu'il y a quelques gouvernements qui suivent. Certes, il y a au début, il y a l'enthousiasme et tout, mais d'autres qui accompagnent, d'autres, il n'y a pas d'accompagnement. Mais je pense que les gouvernements doivent appuyer ces marques-là, ne serait-ce que utiliser, ne serait-ce que faire ces marques comme des marques des fonctionnaires. Enfin, ils peuvent, les ministères peuvent faire des commandes de ces téléphones pour l'utiliser, ne serait-ce qu'accompagner la start-up. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Voiler la face, ils ne le font pas. Ils préfèrent utiliser Samsung, iPhone et les autres. Ils n'ont rien à foutre. Mais nous, on va les... voilà. Mais c'est l'entrepreneur qui doit s'imposer. C'est-à-dire quand l'État n'est pas aux trousses, l'État n'accompagne pas. Mais si le public y est, c'est le plus important. Et quand l'État voit que le public y est, au final, l'État aussi s'y met. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Okay. En tout cas, tu as absolument raison sur ce point. Comment penses-tu qu'on peut donc pousser les Africains à soutenir les marques du continent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer ces mouvements-là? Je pense que le mouvement est déjà là. Le mouvement est là. Certes, comme je dis, je fais partie de ces générations d'Africains décomplexés. Donc, le mouvement est déjà là. On aime tout ce qui vient de nous. Beaucoup sont encore réticents, il y a encore du boulot à faire, mais on peut dire la majorité adhère. Donc, c'est pas seulement l'identité africaine qui fait vendre le produit. Certes, il y a d'autres qui demandent le plus-value, mais il y a la qualité aussi derrière. Je pense que quand on a un produit qui répond, qui correspond au public africain, ils vont adhérer. Ils vont adhérer même pas. Je vais prendre quelques questions de l'audience. Il y a Kate qui a demandé, est-ce que vous pensez que la partie la plus difficile à combattre, c'est les préjugés sociaux? Est-ce que tu penses que c'est un combat à mener? Comment? Je n'ai pas compris. La plus difficile à combattre, c'est les préjugés sociaux. Les préjugés sociaux qui sont liés je ne sais pas, peut-être à la consommation des produits africains. Les privilèges sociaux. Préjugés sociaux. Préjugés sociaux. Non, je ne crois pas forcément. Peut-être qu'il y a une partie de ça, mais quand un produit répond, on va dire, aux perspectives du continent ou du pays, les gens y adhèrent. Ils adhèrent. Peut-être début, à un moment, il y a beaucoup de réticences. Mais moi, quand j'ai commencé, on a tout de suite dit qu'on développe une marque africaine. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. Donc, les gens se sont tout de suite mis sans qu'on ne commence même à produire. On était sur les premiers prototypes. Là, je vous parle d'un truc il y a 3 ans. Donc, les gens ont commencé à soutenir petit à petit, à parler
du concept jusqu'à ce que où nous sommes maintenant. Parce que pourquoi le sentiment d'appartenance? C'est ça. Il y a également une question de Ibnou Haga qui demande est-ce que vous avez des projets de vous d'installer une filiale vers l'Afrique centrale ou vers le Tchad, par exemple? Bien sûr, pour le moment, l'entreprise est constituée en Guinée, parce que je suis guinéenne, donc je connais plus le terrain guinéen, je me sens beaucoup plus à l'aise là-bas. On a commencé là-bas, mais l'idéal, c'est pas seulement de rester en Guinée. Comme je vous ai dit, c'est un projet continental, donc l'idéal, c'est de pouvoir avoir des filiales un peu partout en Afrique, de se servir de la Guinée comme une base arrière. Du coup, on a beaucoup de demandes au Cameroun, au Sénégal et un peu partout en Afrique qui demandent le téléphone. Mais le problème est que comme nous venons de commencer, il y a un souci de fonds. Moi, j'y vais sur fonds propres. Je n'ai pas d'investisseurs, je n'ai pas de partenaires dans mon business pour le moment. Donc, dire avoir des filiales ou avoir des représentations ou des boutiques officielles dans tous ces pays, c'est impossible pour le moment. Donc, on essaie de chercher des collaborations. Là, on a signé tout récemment avec MTN Guinée, qui nous permettra d'être présents aussi sur tous les territoires guinéens à travers leurs agences, leurs différentes agences, et la Société Générale aussi qui le vend sur tout le territoire guinéen, dans toutes les agences en fait, de la Société Générale Guinée. Donc, on essaie de copier le même modèle de collaboration qu'on a fait avec MTN Guinée. Pourquoi avec les autres MTN ou Orange ou Move, je ne sais pas, les autres pays qui seront intéressés pour pouvoir le distribuer, parce que c'est beaucoup plus facile de distribuer à travers ces multinationales de téléphonie que nous soyons sur le terrain. On a également une question de Louis Guillot. Il dit, j'aimerais savoir quelle est à peu près votre part de marché sur le marché guinéen. Notre part de marché. Allô? Oui. Allô, je vous écoute. Demande quelle est à peu près votre part de marché sur la Guinée. Alors, en Guinée, on a débuté au mois de janvier. D'accord? On a débuté avec un stock limité de 3000 unités pour avoir un bon feedback du marché et pouvoir démarrer. Donc, notre part de marché, je ne saurais vous le dire pour le moment. Je sais quand même que ceux qui ont le marché en Guinée, c'est Techno, Itel, et après viennent les autres marques. Mais si on arrive à écouler nos 3000 stocks, ça veut dire qu'il y a un bon feedback. Les gens sont enthousiastes s'ils veulent, donc on peut parler de part de marché dans un avenir proche. Dans les prochaines années, Kunfabro sera le leader sur le marché, pas que sur le marché guinéen, mais sur le marché africain en tout cas. Alors, c'est ça le but. J'aimerais qu'on puisse parler également de l'entrepreneuriat féminin, parce que on trouve aujourd'hui dans cet écosystème-là entrepreneurial qui a très peu de femmes. Généralement, on a même l'impression que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus une carrière d'homme. Déjà, pour toi, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a peu de femmes qui entreprennent encore dans le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs? Comment est-ce que tu justifies ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Hein. Je pense que cette mentalité est révolue. Ah oui, je connais beaucoup de femmes entrepreneurs. Beaucoup, énormément. Je connais beaucoup de femmes entrepreneurs. Peut-être c'est des domaines qui différencient. Des domaines qui différencient. Il y a des femmes qui sont dans la mode, il y a des femmes qui sont dans l'agroalimentaire, dans l'agrobusiness. Donc, les femmes entreprennent énormément. Même nos mamans ont toujours été entrepreneurs, on va dire comme ça, parce qu'elles ont en Afrique, les femmes, elles sont toujours dans l'entrepreneuriat. Certes, c'est de l'informel, mais elles sont entrepreneurs. D'accord. Je pense que les femmes peuvent s'imposer facilement dans l'entrepreneuriat parce que quand on se lance dans quelque chose, on a la passion. Et on dégage beaucoup d'énergie positive autour de nous. Et on dégage de l'amour, surtout de la confiance. On a ça naturellement, sans aucune manipulation. La femme qui sait travailler ce côté-là peut beaucoup avancer dans son business.
Moi, sinon, moi, je ne vends pas de domaine de la technologie et les applications qui ont été développées, ils n'ont pas été développées par moi. Ah non, certes, c'est mon idée, c'est mon concept. Ils l'ont fait comme je voulais, mais c'est des professionnels, c'est des jeunes professionnels qui ont cru d'abord à moi et ont cru au potentiel du projet après. Donc, j'ai su les dégager cette passion que j'ai, moi, pour le projet. Et après, ils ont cru à moi. Après, ils ont cru au projet. Ils sont voulus se lancer dans le bateau avec moi. Alors, est-ce que tu crois au plafond de verre? Est-ce que tu as l'impression que dans la société, il y a une espèce de mur invisible, de plafond de verre qui empêche certaines femmes parfois d'aller vers les carrières qu'elles ont envie d'accomplir? C'est un sujet qui revient parfois surtout dans les grandes entreprises. On dit que les femmes, pour un niveau de compétence égal, parfois n'arrivent pas à atteindre un certain nombre de niveaux hiérarchiques. Est-ce que toi, tu penses que c'est une réalité? Et est-ce que C'est vrai, surtout dans nos, on va dire, en Afrique, surtout, il y a beaucoup de machisme, on ne va pas voiler la face, d'accord? Il y a beaucoup de machisme dans nos sociétés, donc la femme est un peu marginalisée. Et puis, le choix aussi, quand on est une femme, on a beaucoup plus de pression. D'accord? Parce qu'on attend le meilleur de toi. Et c'est paradoxal, c'est pas bien même normalement quand tu es dans un... Moi, j'ai beaucoup de pression. En étant une femme, je n'ai pas droit à l'erreur. Alors, quand c'est un homme, il fait des erreurs, c'est rien. On dit, bon, c'est normal. Mais quand toi, tu fais des erreurs, on dit, déjà, on avait dit que c'était pas sérieux. Donc, quand on est femme, on a beaucoup de pression parce qu'on ne veut pas échouer, on ne veut pas qu'on dise c'est pas quelque chose de sérieux. Donc, on se met déjà la pression nous-mêmes avant que le reste de la population. On se met la pression parce qu'on veut réussir, on veut prouver au reste du monde qu'on est capable. Par exemple, le monde de la technologie. Moi, je pense que la technologie est... c'est comme, on va dire, une force d'égalité entre les hommes et les femmes parce que la technologie nous donne cette opportunité-là. C'est une grosse opportunité, c'est une grande opportunité pour la femme qu'on doit saisir. Et à un moment donné, nous, on doit arrêter de se victimiser. D'accord? On doit avoir confiance en nous, s'affirmer, dire que c'est possible. Et si lui, il est là, il l'a fait, c'est que moi aussi, je peux faire et mieux que lui. Alors, il y a Kess qui a encore posé une question qui est dans ce même sens. Elle demande, est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, il faut travailler 2 fois plus pour atteindre ses objectifs? Et si oui, pourquoi? Est-ce que tu penses qu'une femme doit travailler 2 fois plus? Je viens de répondre à la question. Il faut travailler 2 fois plus parce que les gens, ils n'ont pas sérieux. Ils te prennent pas en sérieux, en fait. Ils te prennent pas en sérieux. Et ils te prennent pas du tout au sérieux parce qu'ils pensent que tu es une femme, donc tu n'as pas, on va dire, cette capacité intellectuelle peut-être de mener à bien ce projet. Donc, ils ne te prennent pas au sérieux. Donc, toi-même, sans le savoir, tu te mets la pression. Donc, tu veux travailler dur pour prouver aux autres que c'est possible, tu peux le faire et beaucoup mieux qu'eux. Et la personne a tout à fait raison. Ouais. Je vais également prendre une question de Adi. Adi, il demande, alors, comment ça s'est passé au début de ton entreprise? Comment tu es passé de l'idée au projet et surtout, comment est-ce que tu as pu mobiliser des compétences localement pour lancer ton projet? Alors, très belle question aussi. Ça m'a pris 3 ans. Donc, ça m'a pris 3 ans de l'idée à la réalisation. Ça m'a pris 3 ans. Donc, ça a été 3 ans de recherche, 3 ans on va dire, de se dire que je perdais mon temps. 3 ans de persévérance, 3 ans de bonheur aussi. Ça n'a pas été facile. Ça veut dire, je vais toujours répéter ça, la passion. La passion. Quand moi j'ai dit je vais entreprendre, je me suis dit dans quel domaine entreprendre. Normalement, j'aurais dit, je sais pas, je suis juriste, je pouvais me lancer dans quelque chose qui est juridique ou quoi. Mais je me suis dit, tu es passionné par quoi? Par la technologie, donc vas-y.
j'ai même pas réfléchi 2 fois. Donc, je me suis lancée et j'avais une idée. C'était créer une marque. Tu veux entreprendre dans quel domaine technologie? OK. Et il y a quel besoin dans ce domaine-là? Je vois, tout est comblé. Je dis, pourquoi pas créer une marque africaine? C'est possible. Moi, je ne connais pas et je peux le faire. Pourquoi pas? Donc, à un moment donné, quand je me suis lancée, je n'étais même pas consciente de l'ampleur, en fait. Je l'ai fait pour le fun parce que je me suis dit, OK, c'est possible, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus toute seule. Ça a été très difficile, ça a été très, très compliqué. Mais au début, les gens n'y croyaient pas du tout en toi. Ça, c'est vrai. Quand tu les expliques ces genres de projets, ils disent que tu as perdu la tête ou que tu perds ton temps ou que tu reprends ton boulot. Parce que rester un endroit simple. Ils disent que tu peux. Voilà. Arrête de rêver, réveille-toi, reprends ton boulot parce que rester travailler sur un projet pendant 3 ans sans salaire, sans rien, si c'est pas de la passion, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, quand tu vois ton parcours, j'imagine que tu es fier, tu as beaucoup de fierté pour toi-même. Ouais. Ah oui. Oui, je suis personnellement fière de ce que j'ai accompli. Je suis aussi contente parce que j'ai pas voulu écouter les autres qui me disaient d'arrêter. J'ai voulu suivre mon instinct et je t'ai figé sur mon objectif. À quoi est-ce que tu attribues ton succès? Si tu as 3 éléments comme ça qui te viennent en tête, que tu penses que c'est les 3 choses qui t'ont permis d'arriver là où tu as pu arriver aujourd'hui. 3 qualités que tu penses t'ont conduit à ça. On va dire la persévérance. On va dire la persévérance et le perfectionnisme. Les personnes avec lesquelles je travaille, mes collègues, ils savent que je suis très perfectionniste. Donc, ce qui me différencie des autres, on va dire les détails. Je me contente pas du très bien, je me contente de l'excellence. Si c'est pas excellent, ça m'intéresse pas. Donc, je pense que ça a joué et surtout la persévérance aussi. Et cette vision que j'avais, enfin, je me disais, je vais y arriver. Certes, c'est très beau de dire la persévérance, mais il faut tout un travail sur soi pour pouvoir, on va dire, intégrer cette persévérance. Aujourd'hui, le rôle de la femme dans la société africaine, c'est un rôle qui a beaucoup évolué. Avant, la femme en Afrique, c'était celle qui s'occupait du foyer, qui prenait soin des enfants. Aujourd'hui, pour toi, quel est le rôle de la femme dans la société africaine? Le rôle de la femme africaine a beaucoup changé. Déjà, moi, je suis maman, je suis mariée, je suis maman de 2 petits garçons. Donc, je joue mon rôle pleinement. Je joue mon rôle de maman, je joue mon rôle d'entrepreneur. Donc, je pense que j'arrive bien on va dire, à jongler entre les deux. Mais ça dépend aussi du conjoint qui est à côté. Voilà, donc quand le conjoint qui est à côté, ton mari qui est à côté, t'épaule, moi je voyage beaucoup. Donc si je voyage, ça veut dire que je ne suis pas là. Et les enfants, ils ne sont pas avec moi, donc forcément, ils sont avec leur papa. Donc moi je pense que quand on est un couple et tout, on doit s'entraider. Et quand on a une vision, ça doit être un projet de famille. Et le rôle de la femme en Afrique a énormément changé, Avant, le rôle de la femme, c'était pour faire des enfants et s'occuper. On va dire ça, c'est la génération de nos grands-mères. Moi, je n'ai pas vécu cette génération parce que moi, je suis née, ma maman était enseignante, je la voyais, elle était fonctionnaire, elle se levait chaque matin pour aller au travail et tout. Donc, pour moi, c'est normal. J'ai grandi dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. Pour moi, c'était normal qu'une femme travaille et vague à ses occupations, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais les choses ont beaucoup changé sur le continent, les choses ont beaucoup évolué. Et je peux vous dire que je connais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup en Afrique. Certes, il y a un peu de réticence au niveau des conjoints, des maris. Ouais, il y a d'autres, ils sont vraiment pas de bonne foi.
Il y a d'autres qui épaulent leurs femmes. Enfin, c'est ça. Quand ton mari est dans son projet, pourquoi ces femmes-là voyagent quand leur mari, par exemple, est ambassadeur? Il y a d'autres femmes même qui laissent leur boulot pour aller. Elles se sacrifient pour leur mari. À un moment donné, un homme aussi doit pouvoir se sacrifier pour sa femme. Enfin, c'est la famille, quoi. Donc, quand on intègre ce concept-là, je pense que ça facilite l'émancipation de la femme. L'homme aussi. Tu arrives facilement à concilier les deux rôles, le rôle de maman et le rôle d'entrepreneuse. Est-ce que c'est évident? Ouais. Ben oui. C'est pas du tout évident, c'est pas facile. C'est ce que je dis. Mais si on a quelqu'un qui nous épaule derrière, comme je dis, je voyage beaucoup. Et si je ne suis pas là, qui garde mes enfants? Les enfants restent avec leur papa. Donc, c'est une continuité. On doit s'entraider. Pourquoi je vous ai dit le live doit être à 21h GMT? Pourquoi? Parce qu'il y a mes enfants à côté. Exactement. Je ne pourrais pas me concentrer à eux. Et ce temps de confinement, ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas de garderie, donc on est obligé de faire tout, nous. Non, tu as un nouveau rôle qui est... Et donc, je suis obligée de la vie. C'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. Alors, en fait, ces dernières années, en Afrique, il y a un boom entrepreneurial, il y a une forme de révolution. Il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs en Afrique qui se lancent. L'écosystème n'est pas encore propice aujourd'hui. L'Afrique, c'est un marché qui est encore difficile. Alors, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'entrepreneuriat en Afrique? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est utile pour le continent? Est-ce que tu penses qu'on a la possibilité de créer des grandes startups en Afrique comme dans la Silicon Valley ou ailleurs? Comment est-ce que toi tu vois la chose pour les 10 prochaines années à peu près? Alors moi, je pense que l'entrepreneuriat a beaucoup d'avenir en Afrique. Je pense aussi qu'un pays se développe grâce à l'entrepreneuriat, d'accord? Parce que quand il y a plus d'entrepreneurs dans un pays ou sur un continent, c'est la richesse. On va dire, les États-Unis ne se sont pas développés parce que le gouvernement américain faisait du bon boulot, mais c'est parce que les entrepreneurs américains ont créé de la valeur et ont créé de la richesse. Et c'est pour ça qu'ils se sont développés. Donc, nous, Africains, on doit s'inspirer de ça. Je pense que l'entrepreneuriat, l'avenir de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. Le développement de l'Afrique passera forcément par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas... certes, c'est devenu tendance, les startups et tout, non. Mais moi, je pense que c'est une tendance qui est venue pour rester. D'accord? Parce que l'Afrique, tout à faire en Afrique, on a tout à faire là-bas. C'est beaucoup plus facile de s'imposer en Afrique que de s'imposer en Europe ou aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Le marché est saturé. Et en Afrique, le marché est encore vert. Certes, il y a des concurrents, mais l'Africain est propice à accepter tout ce qui est nouveau. Et quand il a confiance en quelque chose, elle se donne à fond. D'accord? Donc, je pense que c'est pas une question de tendance. Et surtout, ce qui va perpétrer l'entrepreneuriat sur le continent africain, c'est que nous, entrepreneurs africains, doivent ajouter nos touches identitaires à nos projets. Je pense que quand on ajoute la touche identitaire, la touche socio-culturelle, c'est pas seulement se scotcher sur l'économie, sur le côté économique. L'entrepreneuriat, c'est pas certes de la charité, rien, mais il faut une touche identitaire, une touche sociale qui est socio-culturelle, voilà, identitaire qui est là. Et quand c'est ça, les gens, ils adhèrent. Les gens veulent un produit qui leur ressemble. Ils veulent un concept avec lequel ils peuvent s'identifier. Alors. Et quand on les offre ça, ils adhèrent. Donc, pourquoi on ne va jamais marcher en Chine? Parce que le Chinois, il s'en fiche. Déjà, il ne comprend même pas le mot Koufabo. Mais quand on dit Koufabo africain et qu'on l'on dit, c'est en africain, ça signifie quelque chose. Donc, il est tiqué, ça me représente. Donc, je me vois identifiée en cette marque. Alors, Fatima, nous sommes sur le point de terminer cette interview.
tu as un mot, un message que tu veux passer aux jeunes qui te regardent, qui pour la majorité veulent entreprendre, certains entreprennent déjà. Quel est le message que toi tu aimerais leur passer? Alors, le message à la jeunesse, c'est il y a beaucoup de jeunes talentueux en Afrique. Il y a énormément de talents en Afrique. Moi, mes développeurs, c'est des Africains. Mes ingénieurs, c'est des Africains. Mes collaborateurs, c'est des Africains. Tous ceux qui ajoutent, on va dire, une touche esthétique, une touche de qualité à Koufabo, ce sont des Africains. Donc, il y a beaucoup de potentiel en Afrique. Il y a beaucoup de jeunes talentueux, c'est-à-dire ils ne doivent pas attendre le bon moment. Je vais le répéter 10 000 fois. N'attendez jamais le bon moment. Il y a d'autres qui ont des super projets, très belles idées, mais ils n'ont pas la personne. Ils disent « je vais mûrir le projet ». Non, c'est quand tu en parles aux gens que tu t'y mets, le projet se mûrit. On va dire tout bête, on va prendre mon exemple à moi. C'est-à-dire quand j'ai commencé Koufabo, il y a 3 ans, j'avais pas le concept des applications. Le concept des applications, je l'ai eu il y a 1 année et demie. Donc si j'avais attendu avoir tout le puzzle, j'allais jamais commencer. Donc commencez avec les éléments que vous avez. Entourez-vous des personnes qui croient en vous et persévérez. Et n'ayez pas peur du camp des ratons, d'accord? Entourez-vous des personnes qui croient en vous et surtout, vendez votre projet, parlez de votre projet, mangez votre projet, dormez votre projet. Obsessionnez-vous pour ce que vous faites au fait. Quand vous vous obsessionnez, vous avez de la passion, la masse suit tout de suite. Donc, sans aucune manipulation, les gens, ils voient que ce que tu fais, tu le fais parce que tu penses à ça. Enfin, tu dors avec ça, tu manges ça. C'est ta passion. Donc, persévérer, n'abandonnez jamais. C'est bien beau de dire de persévérer. Même moi, j'ai eu des doutes. Et à un moment donné, quand tu es devant des difficultés, tu doutes. Mais même quand tu échoues 10 000 fois, il y a des gens qui entraînent. Moi, j'ai tellement échoué dans ma vie que vous ne savez même pas. Je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Ça ne va pas finir. C'est pour vous dire que l'échec, ce n'est pas la fin en soi. D'accord? L'échec, nous qui sommes francophones, on n'a pas ce concept de l'échec. L'échec, ça veut dire que votre plan était mal fait. Vous entourez des personnes, des professionnels. Faites-vous coacher, je ne sais pas. Après, vous reprenez et vous allez prospérer. Donc, osez entreprendre, innover, n'abandonnez jamais et persévérer dans votre, dans votre projet. C'est sur ces mots que nous avons terminé. Fatima, je te remercie vivement d'avoir accepté cette interview et merci pour le beau message que tu as véhiculé à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux-là qui sont venus pour écouter le live. Et je te souhaite tout le meilleur avec Koufabo. Écoutez, voilà, je sais que tu vas aller très loin avec cette aventure-là. Et vivement, voilà, j'espère qu'un jour, voilà, on pourra se retrouver, si possible, si Dieu le permet. Donc, merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Atopa Interview. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.